Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Ottawa songe à ouvrir le marché aux véhicules européens. L'AVEC demande plus de prévisibilité en lien avec la révision de la norme VZE. Polestar sera sur du 800 volts avec sa Polestar 3 en 2026. Mobilité électrique Canada lance une campagne nommée Notre avenir électrique. Laurent nous parle des voitures à conduite autonome. Daniel nous parle de l'impact des changements annoncés par le ministre Drainville. Et en grande entrevue, on parle du Powerwall et du PowerShare de Tesla. C'est sûr que si on compare à une génératrice à essence, une 12 kW automatique coûte à peu près 10 à 12 000 $. Le Powerwall coûte à peu près le même prix, c'est à peu près 12 000 aussi. Donc, c'est déjà assez compétitif. C'est sûr que chacun a ses pour et ses contre. Tout ça dans l'épisode 207 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 2 semaines. Pour ma part, ce fut un très beau 2 semaines. Il fait-tu beau? Il fait chaud? Il fait anormalement chaud, en fait, pour le mois d'octobre. Mais quand même, on a eu des week-ends extraordinaires. Le week-end passé, j'étais au Salon du véhicule électrique de Sherbrooke, le salon de l'auto de Sherbrooke, en fait. Et puis, wow, quelle température extraordinaire. On est dans les 25-26 degrés, beau gros soleil. C'était vraiment un beau week-end. Avec l'Association des véhicules électriques du Québec qui était là, des essais routiers, plein de gens heureux d'essayer des véhicules électriques. Écoutez, l'intérêt des Québécois pour les véhicules électriques ne se dément pas et ne descend pas, quoi qu'en disent certains médias. On voit énormément de gens intéressés à se magasiner ces beaux véhicules-là, donc ça fait chaud au cœur. J'ai pu donner une conférence aussi là-bas, rencontrer les gens, serrer des mains. C'est toujours très agréable. Je vous rappelle que si vous aimez le podcast Silence on roule, ben vous vous gênez pas pour en parler à vos amis, vos collègues qui ont l'intention de s'acheter un véhicule électrique. silenceonroule.com, notre site web, ils vont trouver toute l'information là. Si vous nous écoutez sur des plateformes comme Apple Podcast ou Spotify, etc., ben prenez le temps de venir nous écrire un petit commentaire. Nous coter, il y a des étoiles, un système d'étoiles, donc nous donner le nombre d'étoiles que vous pensez qu'on mérite. Et plus on a d'étoiles, ben plus l'algorithme de ces plateformes-là considère qu'on est intéressant et nous remonte là, dans les publications, nous fait connaître à un plus grand nombre de gens. Donc, en même temps que vous nous faites plaisir, ben vous aidez les autres à nous trouver sur ces différentes plateformes. On a aujourd'hui beaucoup de choses intéressantes qu'on va jaser ensemble. Mais dans un premier temps, simplement vous dire, et il y en a beaucoup, je l'ai vu au salon la semaine passée, les gens posaient des questions. « Hey, t'as un nouveau balado? » Ben oui, les studios Bass ici ont lancé un autre balado qui n'a rien à voir avec les véhicules électriques. Ça parle de généalogie et d'histoire. Ça s'appelle « Passé décomposé ». Vous pouvez nous trouver là, au passédécomposé.com. Ça marche super bien, un gros succès, c'est très grand public comme sujet, en fait, ça intéresse, et on parle des grandes familles qui ont construit le Québec, donc tout le monde se trouve un peu à un moment ou à un autre là, interpellé par les sujets, donc si ça vous tente d'aller écouter ça, ben ça va nous faire plaisir de faire découvrir un autre projet que je travaille en collaboration avec un ami. Donc aujourd'hui au programme, on a une grande entrevue qui va, je pense, vous intéresser. On va parler des solutions offertes par Tesla pour alimenter une maison, que ce soit le Powerwall, là, qui est un système de batterie qui est accroché après la maison, qui accumule l'énergie puis qui redonne en cas de panne, ou encore le PowerShare qui permet de prendre l'énergie d'un Cybertruck puis de la retourner vers des circuits dans la maison. Donc, on va en parler avec les gens de chez FFC Électrique. Vous allez voir, c'est très intéressant. On a également une chronique de Laurent Gigon. Laurent et Daniel Rochefort sont en studio aujourd'hui pour nous parler. Laurent va nous parler de la conduite autonome, où s'en est rendu, c'est quoi les entreprises qui utilisent la conduite autonome. Et Daniel, lui, va nous faire l'analyse, l'impact écologique
Des annonces du ministre Drainville sur les modifications des objectifs du Québec en ce qui a trait à l'électrification des transports. Donc, on a tout ça dans quelques instants. Pour l'instant, allons écouter les actualités. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Ottawa songe à ouvrir davantage le marché canadien aux véhicules électriques européens. Le gouvernement fédéral envisage en effet de faciliter l'entrée des véhicules électriques européens au pays, une demande réitérée par plusieurs acteurs de l'industrie qui souhaitent élargir l'offre et accélérer l'adoption de cette technologie au Canada. Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement du Québec et figure influente du secteur, estime que les règles actuelles freinent inutilement la diversité. Plusieurs modèles européens ne franchissent pas la barrière des normes de sécurité canadiennes qui sont plus strictes que celles en vigueur ailleurs. Cela prive les consommateurs d'un choix plus vaste et ralentit l'électrification du parc automobile, souligne-t-il. Le Canada célèbre une avancée majeure dans son virage vers l'électrification des transports. Nexstar Energy, une coentreprise entre LG Energy et Stellantis, vient d'obtenir son permis d'occupation pour la toute première usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques à grande échelle située à Windsor. Estimée à 5 milliards de dollars, cette installation marque la fin officielle des travaux de construction. Bien que quelques activités mineures se poursuivront dans les zones non opérationnelles, le site est désormais entièrement approuvé pour une occupation sécuritaire, rapprochant l'entreprise de son objectif de lancer la production de cellules dès la fin de l'année. C'est un peu comme recevoir les clés de sa nouvelle voiture, confie Brett Hillhock, le président des opérations chez Nexstar. L'équipe est très enthousiaste à l'idée de mettre la main à la pâte et de tester nos procédures et de commencer à travailler sur un réel produit. En lien avec la révision de la norme VZE au Québec, l'Association des véhicules électriques du Québec demande encore une fois plus de prévisibilité de la part du gouvernement. Tous les acteurs du milieu de l'électromobilité sont conscients que l'inflation et les mesures économiques causées par le contexte géopolitique actuel plombent les ventes de véhicules électriques. L'abandon de l'interdiction de vente des véhicules neufs à essence en 2035 peut être vu par certaines personnes comme étant une bonne nouvelle pour le libre choix du consommateur. Cependant, le changement dans la réglementation doit cependant s'accompagner d'un plan prévisible et des mesures concrètes et précises pour atteindre des objectifs de 90 % de vente de véhicules électriques d'ici 2035. Cette nouvelle annonce jumelée avec celle de la reconduction des subventions fédérales annoncées il y a quelques mois, qui ne s'est toujours pas fait entendre, viennent ralentir les ventes de véhicules électriques, affirme Sébastien Côté, président de l'association. De plus, l'AVEQ déplore que les véhicules hybrides non branchables permettent maintenant aux constructeurs d'obtenir des crédits. Bien que l'association est d'accord avec le fait que ça prenne un peu d'assouplissement, le gouvernement doit garder en tête la résultante de ce manque de rigueur, un retard important par rapport aux pays européens et asiatiques, une attaque directe à un secteur économique en plein essor et un risque grandissant pour la santé de la population.
La Polestar 3, la compacte de luxe 100% électrique, reçoit une importante mise à jour pour l'année modèle 2026. Malgré son arrivée récente en 2025, la principale évolution réside dans l'adoption d'une architecture électrique de 800 volts en remplacement de celle à 400 volts, permettant des recharges nettement plus rapides et une meilleure efficacité énergétique. Grâce à cette nouvelle plateforme, la Polestar 3 peut désormais accepter une puissance allant jusqu'à 350 kW. Résultat, de 10 à 80% de recharge de la batterie s'effectue en seulement 20 minutes, soit un gain de 25% par rapport au modèle précédent. Si un chargeur embarqué de 11 kW demeure inchangé, la batterie passe désormais à une chimie lithium-ion offrant une autonomie estimée jusqu'à 315 000, soit 507 km, et cette dernière est toujours en attente d'une certification officielle de l'EPA. Le secrétaire parlementaire du premier ministre Cody Blois, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé le financement fédéral de plus de 5 millions de dollars pour 5 projets dans le cadre du programme d'infrastructure pour les véhicules électriques de Ressources naturelles Canada. Les nouvelles bornes de recharge seront installées près des lieux de travail et d'espaces de stationnement public dans les rues d'immeubles résidentiels à logements multiples en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-Labrador, ainsi que l'île du Prince-Édouard. Les projets prévoient aussi des fonds pour 2 organisations autochtones qui installeront des bornes de véhicules électriques dans une aire de service d'autoroute à l'aéroport international d'Halifax. Ces investissements ne font qu'améliorer nos infrastructures. Ils facilitent la vie des gens qui font du Canada un chef de file en électrification de l'économie propre de demain. Mobilité électrique Canada a lancé une importante campagne de communication intitulée « Notre avenir électrique ». Cette campagne nationale est mise sur pied par Mobilité électrique Canada, vise à protéger la norme sur la disponibilité des véhicules électriques. Une norme de disponibilité sur les véhicules électriques forte et axée sur les consommateurs, protège les emplois, attire les investissements et rend les véhicules électriques plus abordables pour les familles canadiennes. À présent, les décideurs envisagent des changements qui pourraient affaiblir cette norme. On vous incite donc à prendre 30 secondes de votre temps pour vous rendre sur le site notreavenirélectrique.ca et remplir les documents afin de signifier au gouvernement votre intérêt dans cette norme de disponibilité. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, bonjour. Bonjour Martin. T'es pas arrivé seul aujourd'hui? Non, j'ai donné un lift à Daniel. Daniel Rochefort qui va faire une chronique avec nous tantôt, donc t'es déjà là. Oui, puis je vais faire mon verre à moitié plein en direct. En direct, ben oui, une nouveauté. Puis hey, t'es là, donc je t'invite à réagir si jamais le cœur t'en dit. N'hésite pas à corriger les erreurs qu'on va dire. Des inepties. Ben oui, parce qu'il n'y a rien à voir, c'est sûr, forcément. Oui, c'est ça. Parce que t'es rendu tellement bon, Laurent, que tu fais ça sur le pilote automatique. Non, parle-moi pas de pilote automatique. Sur l'autopilote. Et voilà. J'essaye de faire un lien, c'est pas toujours habile. Parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de conduite autonome, n'est-ce pas? Ben oui, de conduite autonome. On se demande où s'en est rendu dans le monde, la conduite autonome, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Puis finalement, j'ai l'impression qu'avec le temps, on s'habitue un petit peu à ça et qu'un jour, on va se réveiller, il y aura des voitures qui conduisent toutes seules dans la ville, puis on va se demander quand est-ce que ça a commencé. C'est un petit peu comme nos téléphones cellulaires dans la main. Tu sais, maintenant, on peut tout faire avec, dans la paume de notre main. Et ben, on ne l'a pas vu arriver, c'est arrivé tranquillement comme ça. Alors, les voitures autonomes, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai voulu faire le point rapidement sur ce qui se faisait, qui faisait quoi. Et on va commencer par une entreprise qui s'appelle Waymo. Ça fait longtemps qu'ils font ça, Waymo. Alors eux, ils continuent d'étendre leur présence géographique avec des services payants qui sont disponibles dans plusieurs villes, comme à Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin, Atlanta.
sont des services qu'on peut appeler ça de robotaxi ou de flotte automatisée, c'est-à-dire que c'est comme un taxi, mais il n'y a pas de chauffeur. Donc, vous l'appelez sur votre application et puis il vient et il vous emmène à la destination que vous voulez. Bon, c'est pas aussi simple que ça parce que Waymo fonctionne sur des parcours prédéterminés, donc dans des périmètres. Donc, à l'intérieur de périmètre ou sur des rues bien déterminées? C'est, de ce que je comprends, à l'intérieur de périmètre. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le périmètre, vous pouvez lui assigner une destination et il va venir vous prendre et vous emmener à cette destination. OK, donc si on transpose, par exemple, à Montréal, là, si on est, je ne sais pas moi, entre Saint-Laurent, à l'ouest de Saint-Laurent, au nord de René-Lévesque, à aller jusqu'à McGill, vers l'ouest. Oui, puis, on pourrait tout simplement imaginer le plateau Mont-Royal comme le périmètre et à l'intérieur du plateau Mont-Royal, vous pouvez commander une voiture. Donc, de n'importe quel coin de rue à l'intérieur du périmètre, on prend l'application, on appelle notre Waymo. Oui, exactement. Le véhicule se présente seul, sans chauffeur. Exactement. Alors, Waymo, c'en est un, il y en existe d'autres. Bon, vous avez entendu parler de Tesla avec le robotaxi. La particularité de Tesla, elle se distingue des autres exploitants de flotte automatisée dans la mesure où ils fabriquent les voitures en même temps et toute l'interface logicielle, en fait. Donc Tesla ont officiellement lancé leur service de robotaxi sans conducteur dans une zone géomarquée. Donc c'est une zone géomarquée, encore une fois c'est un périmètre, à Austin en juin de cette année 25. Alors bon, c'est une offre qui au départ est juste offerte en fait à certaines personnes qui sont essentiellement des influenceurs, qui sont triés sur le volet et à bord du véhicule il y a quand même une personne, mais qui est côté passager. Donc, c'est quelqu'un, un employé de Tesla, qui est là pour superviser. Donc, il est assis là où est le volant? Il peut reprendre la relève? Non, il est assis côté passager. Il n'y a personne à la place du volant. C'est ça qui garde un petit peu le côté... Le côté, et son objectif de cet employé-là, c'est? On ne le sait pas. Tesla est resté très opaque là-dessus. Des bruits courts, comme quoi il y avait un bouton, un kill switch, donc un bouton d'arrêt d'urgence au niveau de la poignée du passager, parce qu'on voyait les conducteurs toujours avec la main sur la poignée passager. Donc, on a soupçonné qu'il y avait un kill switch là-dessus. On ne sait pas en fait leur niveau d'intervention. Ça n'a pas été clairement défini. Je sais que pour Waymo, il y a quand même une surveillance à distance qui se fait. Ne serait-ce que des fois des situations où le système part dans une boucle et n'est pas capable de... Mettons, la voiture peut jammer dans un... Pourquoi j'utilise les anglicismes comme ça? Ça fait trop longtemps que je suis au Québec. Ça fait trop longtemps que je suis au Québec. Oh, je veux pas te reprendre, mais les anglicismes en France, il y en a beaucoup. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Me neither. Alors, c'est ça pour Tesla. Il y a d'autres entreprises. Il y a Lyft qui fonctionne aussi. Lyft et May Mobility qui ont lancé aussi un projet pilote de robotaxi à Atlanta qui se commande depuis leur application. Il y a aussi Zoox, qui est un produit d'Amazon, qui est développé aussi, qui est déployé à Las Vegas et à San Francisco, enfin qui est prévu pour San Francisco. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. En Chine, il y a WeRide, qui est une entreprise qui développe aussi des flottes automatisées. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui œuvrent là-dedans. Quand on regarde, on se demande pourquoi. En fait, à part le fait qu'on vivrait dans un monde du futur, pourquoi avoir des flottes automatisées? Il y a une question de coût et puis d'efficacité. Alors, si on regarde la ventilation des frais d'un taxi avec chauffeur, on s'aperçoit qu'entre 40 et 60% des coûts sont imputables à la main-d'œuvre, donc au salaire du chauffeur. 20 à 30%, ça serait le véhicule et son entretien, et puis des frais d'exploitation de licence de 10 à 20%. Donc, effectivement, on arrive pour le taxi à un coût de 1,50$ à 2$ US par kilomètre en Amérique du Nord. Sur des robotaxis, on serait entre 50 cents et 1$. Ça, c'est d'ici 2030, quand on aura amorti tous les frais de développement, recherche-développement. Et avec Tesla, on serait à des coûts de 30 cents du kilomètre. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est qu'ils fabriquent leurs propres véhicules. Le coût de fabrication des véhicules est nettement moindre que ceux qui sont déployés par Waymo, par exemple, avec des lidars, etc. Et est-ce que, je te pose la question, Laurent, Waymo développe des véhicules pour le robotaxi, alors que Tesla développe des véhicules grand public? Ces robotaxis, est-ce que c'est des véhicules grand public avec une version de logiciel différent dedans ou c'est complètement une autre bagnole? Oui, alors,
en finale, ce sera la même version. Ça devrait être la même version et c'est ça qui va faire la force des robots taxis. On en parlait tout à l'heure, Daniel, c'est qu'effectivement, tu as amené un bon point quand tu nous disais qu'une voiture, en fait, vous allez pouvoir posséder un véhicule, si vous le voulez, un véhicule Tesla. Alors, c'est pas fait, hein. Ça fait partie des projets de Tesla. Et pendant que vous ne l'utilisez pas, vous êtes au travail ou à la maison, le véhicule dort dans votre stationnement, vous pouvez le louer à quelqu'un en autopartage automatisé. Donc, la voiture va être disponible au même titre que n'importe quelle autre voiture de la flotte de Tesla, donc votre voiture, et vous allez recevoir des dividendes sur ça. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et c'est ce que les autres ne pourront pas faire, et c'est ce que Tesla vise à faire. Et avec ça, les coûts pour la personne, pour le client, évidemment, seront faibles, mais vous allez avoir des dividendes sur les véhicules que vous possédez. Ce qui m'amène au point suivant, vous ne serez plus obligé de posséder un véhicule. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui utilise des services comme une auto, certaines personnes se passent en fait de la possession de véhicules. Ils peuvent tout simplement utiliser le véhicule partagé en autopartage. Mais là, on sera en autopartage automatisé, donc comme un niveau en plus. Ouais, au lieu de se rendre au lieu de je m'en allais dire pick-up, hein, parce qu'on est dans les anglicismes, le lieu de ramassage, là où sont stationnés les véhicules d'autopartage, on peut tout simplement le claquer des doigts sur notre téléphone, puis sûr. Le véhicule vient à nous. Puis, c'est l'idée en fait finale, particulièrement développée par Tesla, c'est qu'effectivement, on n'aura plus besoin de posséder un véhicule, on va utiliser un service, donc la voiture ne sera plus un produit, mais un service. Et pour pas mal de familles, ce sera quand même un gain au niveau de l'efficacité, d'abord du coût, et puis également de l'entretien, le changement des pneus, l'assurance, etc. Tout ça va être inclus dans votre forfait que vous allez payer comme vous payez un forfait Netflix. Vous n'avez plus personne aujourd'hui va au vidéoclub acheter des cassettes ou louer des cassettes. Donc, c'est un peu ça le principe. Laurent, oui, j'ai encore... T'as encore un point, hein? J'ai encore un dernier point. Mais avant que tu abordes ton dernier point, ce que tu décris là, c'est toutes des choses qui existent sous forme de tests ou de pilotes ou en circuit assez restreint dans certaines villes qui sont toutes à l'extérieur du Canada. Là. Est-ce que tu entrevois que la réglementation ici au Québec particulièrement pourrait s'assouplir au point de permettre ce genre de truc-là? J'ai comme l'impression qu'on est hyper restrictif dans nos normes ici. Hein? On est restrictif, mais on n'est pas les seuls, l'Europe aussi. Premièrement, il y a une raison technique à ça, c'est que quand on déploie des flottes automatisées, sont faites par des entreprises qui sont basées aux États-Unis. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est plus facile d'aller collecter les données, de travailler avec les organismes de régulation. Que de travailler à l'étranger, même si le Canada ressemble beaucoup aux États-Unis en termes de configuration, de carrefour, etc., ça reste quand même, il y a des différences, ne serait-ce que la langue française, par exemple, ou des particularités par rapport au climat. Au Québec, on a quand même un climat qui est très, très rude, je vous le rappelle. On profite bien de l'automne, mais bientôt, ça va être très, très rude, comme à chaque année. Donc, oui, ça va se déployer, inévitablement, ça va se déployer partout en Amérique du Nord, y compris au Canada et y compris au Québec. Combien de temps ça va prendre? Ça reste le gros point d'interrogation. Puis, est-ce que ça va être déployé vraiment sans aucune condition ou est-ce que ça va être sous certaines conditions? À mon avis, ça reste à voir. Rapidement, ton dernier point, mon ami. Le dernier point, c'est ça. Hier, Tesla a sorti la toute dernière version du FSD, donc du Full Self Driving, donc de la conduite autonome 14.1, qui est encore une version, ce qu'on appelle supervisée. Donc, vous êtes encore responsable derrière votre volant. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en plus d'avoir vu des vidéos de cette nouvelle version, qui fonctionne donc sur n'importe quel Tesla à condition d'avoir la version matérielle 4. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux choses qui m'ont frappé. Premièrement, c'est que la circulation se fait très bien dans les parkings, dans les stationnements, excusez-moi, ça c'est mon souterrain. Donc, au point que même on voit que la voiture, au moment de sortir pour prendre le billet de la sortie, elle va tourner légèrement à gauche pour s'approcher de la borne parce que le bras est quand même... Elle sait que le conducteur devra aller chercher le billet. Exactement. C'est le genre de petits détails que j'ai noté, que j'ai bien aimé. Il y a un autre détail aussi qui est très important pour le Québec, c'est qu'apparemment, ça va gérer les nids de poules. Parce que c'était un peu le gros point faible de la conduite automatisée, c'est qu'elle avait tendance à ne pas tenir compte en fait des différentes aspérités de la route et de les confondre en fait avec des ombres, etc. Donc il semblerait que Tesla ait adresser ce problème-là. Donc, ça va rester à voir. Je n'ai pas vu encore de démonstration de ça, mais pour le Québec, ça va être quand même une grosse avancée, quand même quasiment, je dirais, indispensable. Ouais, c'est ça, on a sûrement influencé le design de tout ça. Laurent Gigot, je te remercie beaucoup pour ta chronique. Et puis, Daniel, on se reparle dans quelques instants. Super. Merci.
Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, en grande entrevue, j'ai avec moi François Charland, qui est maître électricien chez FFC Électrique. Bonjour François. Salut Martin. François, tu es ici aujourd'hui pour nous parler ou pour nous démystifier ou nous clarifier, je devrais dire, des produits de la marque Tesla qui sont disponibles sur le marché, particulièrement le PowerShare, le Powerwall. On va parler de tout ça en détail. Mais avant d'aller plus loin, mettons la table. Donc, je t'ai nommé François Charland chez FFC Électrique. J'imagine que tu as un auto électrique toi-même. Oh là là, j'en ai 11. Quelques-unes. pour le travail. Pour le travail. Ouais, un personnel. Ouais. Est-ce que... tu peux le dire si tu veux. Moi, j'utilise un Rivian R1S au quotidien. Un Rivian, belle bagnole. Ouais. Pour la famille, cette place, c'est pratique. Ah ouais, c'est pratique au bout. Et j'imagine que tu es là-dedans depuis longtemps, tu connais les voitures électriques, donc tu n'es pas juste un électricien là, comme parmi tant d'autres, tu en es un qui s'intéresse à l'électrification des transports depuis longtemps. Je pense que les gens qui sont dans le milieu, souvent vous connaissent, là, votre nom revient souvent dans ce domaine-là. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler de concepts qui impliquent la voiture électrique qui peut servir comme source d'alimentation, en tout cas totale ou partielle pour la maison. Avant qu'on aille plus loin, on va définir des termes. On entend souvent parler de V2L, V2H, V2G. Peux-tu me définir ces termes-là? Parce que si on les utilise en entrevue, je veux que les gens comprennent de quoi on parle. Oui, bien sûr. C'est important. Donc, V2L, Vehicle to Line, ça veut dire que c'est les fameuses autos qui ont une prise de courant à l'intérieur. Vous les branchez, vous êtes en camping, vous voulez brancher un micro-ondes, un toaster ou une plaque à induction. Donc, ce que, par exemple, les voitures Hyundai, là, quand ils sont sortis avec ça, il y a le petit pistolet que tu branches dans ton port de recharge, puis à l'autre bout, tu as une prise électrique standard dans laquelle tu peux brancher un appareil. Exactement. Donc, ça, c'est du V2L. On peut alimenter jusqu'à 1500 watts, généralement, près 15 à 20 ampères. Donc, tu alimentes un appareil, mais tu n'alimentes pas une maison avec ça. Non, c'est pas prévu pour ça. Donc, ça, c'est le V2L. V2H. OK, alors V2H, Vehicle to Home, donc en français, véhicule à la maison, vers la maison plutôt. Donc là, à ce moment-là, c'est intéressant parce que l'auto, quand elle est branchée à la borne, elle se fait recharger par la maison, mais s'il y a une panne de courant, l'auto recharge la maison. Ça va des deux côtés. Donc, elle retourne. Et là, dans ce cas-là, on peut alimenter plus d'appareils? C'est-tu l'équivalent du V2L en termes de possibilités ou c'est plus grand? Exact. Donc, le Vehicle to Line, on peut aller chercher 1,5 kW quand ça va bien. Vehicle to Home, ce qu'on a sur le marché actuellement, ça va jusqu'à 12 kW. OK, donc c'est beaucoup plus puissant. Puis quand on parle de V2G... Là, le V2G, on voit ça en Europe, on voit ça en Asie, un petit peu aux États-Unis. Malheureusement, au Canada, c'est pas certifié encore, ça s'en vient. On a bien hâte, là. Hydro-Québec a bien hâte aussi, je pense. Ouais. Et donc, V2G, Vehicle to Grid, donc véhicule vers votre compagnie d'électricité, vers votre fournisseur. Donc là, plutôt que c'est Hydro qui te fournit d'électricité à ton véhicule ou ta maison, c'est ton véhicule qui fournit d'électricité au réseau électrique. Exactement. Exemple, Hydro-Québec, en période de pointe, il fait moins 35, c'est Noël, tout le monde a la visite, puis le réseau a de la difficulté à fournir. Hydro-Québec pourra envoyer un message à votre véhicule puis dire « Hey, il nous manque de puissance, je ne veux pas en importer, moi, des États-Unis ou du Nouveau-Brunswick à 1,20 kWh. Peux-tu m'en renvoyer un petit peu? » Puis en échange, votre véhicule en renvoie de l'énergie sur le réseau. Et Hydro le voit et vous renverrez, exemple, un certain montant d'argent pour ça. Ou pourrait nous le retourner dans la voiture en dehors de la période de pointe.
C'est sûr que c'est ça qui se passe, qui finit par se passer. Oui, c'est ça, finalement, ultimement. Donc, c'est d'utiliser les milliers, voire millions d'autos électriques à un moment donné qu'on aura au Québec comme étant, plutôt qu'une grosse batterie, mais une multitude de petites batteries qui forment une grosse batterie dans laquelle on peut venir s'approvisionner aux besoins. Donc ça, V2G, la technologie existe, mais ici au Québec, au Canada, on n'est pas encore trop là-dedans, mais on sait que ça existe ailleurs dans le monde et que les certifications s'en viennent ici. Exact. Donc là, on va parler particulièrement de technologie. Puis je tiens à le dire, il y a plusieurs entreprises qui ont ou plusieurs compagnies qui ont des produits qui existent, qui peuvent faire des choses semblables ou similaires, là, des fois des petites nuances, mais en tout cas très semblables. Mais aujourd'hui, là, on va se concentrer sur des produits qui sont faits par Tesla. On va parler de 2 produits, PowerShare, Powerwall. On va commencer par PowerShare. Donc, parle-moi, c'est quoi le PowerShare? OK. PowerShare, c'est une technologie développée par Tesla. Et pour l'instant, Tesla ne l'offre que sur le Cybertruck. Ils ont annoncé que les prochains modèles seraient équipés du PowerShare. Pour l'instant, c'est exclusif au Cybertruck. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est justement, s'il y a une panne de courant, votre Cybertruck est branché sur votre borne Tesla, eh bien, donc, suite à la panne de courant, vos lumières ont à peine le temps de clignoter. C'est à peine perceptible. Et le Cybertruck prend en charge votre maison, capable d'envoyer du courant, renvoyer du courant vers la maison et pour alimenter vos charges critiques. OK. Là, ce que tu viens de me dire là, François, là, ça m'amène plein de questions. Tu vas me permettre de te les lancer. Donc, tu es arrivé le soir, tu as branché ton camion, ton Cybertruck pour le charger. Tu es tranquillement assis à la maison, il y a une panne de courant qui arrive. Le camion le détecte dans une fraction de seconde, puis se met à retourner de l'énergie d'autre bord. Première question, est-ce que ça veut dire que ta borne de recharge avec laquelle tu charges ton camion, c'est une borne spéciale qui est bidirectionnelle que tu as dû installer au préalable ou ta bonne vieille borne Tesla que tu avais peut-être avant d'acheter ton Cybertruck fait la job? C'est ça la beauté de cette technologie-là. Donc, on reconnaît bien Tesla là-dedans. Le seul truc qu'il faut penser au niveau de la borne, c'est qu'il faut avoir la borne universelle de Tesla. Donc, la borne normale, là, et la borne NACS, elle n'est pas compatible. Mais la borne universelle, elle l'est. Donc, ça ne demande pas une borne spéciale avec onduleur intégré. Donc, tu as peut-être acheté ta borne, toi, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand tu avais ta Model 3. Exact. Puis là, tu as acheté ton Cybertruck, puis oups, c'est direct, tu l'as, c'est compatible. Tu n'as pas de modification à faire ou de changer ta borne, ça va marcher. Donc, je vous explique. La borne, si vous aviez la borne universelle, vous ne changez même pas votre borne, ce qui est magique là, en partant. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau de la distribution électrique de votre maison, il faudrait s'assurer que l'énergie qui est renvoyée vers le réseau ne soit pas renvoyée dans le réseau d'Hydro-Québec. Alors, dans le domaine, on appelle ça, on va ilotiser. Ce qui veut dire qu'il y a un équipement qu'on appelle un gateway chez Tesla. Coûte actuellement 2700 à peu près si on enlève le coût de la borne, ce qui est, je trouve, relativement raisonnable. Et ça va couper le courant, ça va couper le contact avec Hydro le temps que le courant revienne et permettre au Cybertruck, ou en tout cas à la borne, si on veut, de renvoyer le courant au bon endroit, donc dans votre maison. OK. Donc, cet objet-là, à 2700 $, qui est installé, j'imagine, près du panneau électrique, il va s'assurer que Hydro est complètement débarqué. Donc, les deux, si Hydro revient, le camion puis Hydro ne seront pas en compétition. Là, donc, tu l'isoles. Mais est-ce que j'ai bien compris que ça va également déterminer, c'est ça qui va déterminer quel circuit de ta maison va être alimenté par ton camion? Parce qu'à moins que je me trompe, ton camion ne voit pas de l'énergie dans toute ta maison partout. Là. Tout fonctionne. C'est pas ton camion qui remplace Hydro à 100% dans toutes tes pièces et toutes tes prises électriques. Donc, le camion peut renvoyer 12 kW. Donc, si votre électricien détermine que votre maison consomme au maximum 12 kW parce que vous chauffez au gaz, vous avez un petit chalet. Ça pourrait. C'est possible. OK, donc c'est possible. Évidemment, si vous avez un gros château puis vous avez une grosse fournaise de 25 kW, bien, ça ne fonctionne pas, évidemment. Mais c'est pas si grave que ça quand on y pense parce que si on enlève le chauffage de l'équation, on peut facilement prendre toutes les lumières, toutes les prises de courant, le Wi-Fi, la télé, les pompes submersibles. Ça, c'est souvent ça qui est critique. Puis on prend toutes ces charges-là hors du chauffage, le micro-ondes, le grille-pain, et ça peut facilement alimenter ça pendant des jours. Okay. Mais étant donné que le chauffage, là, ça c'est sûr, ça représenterait trop. Quand la panne arrive, est-ce que ton module dont tu parles déconnecte
les circuits de chauffage pour ne laisser connecter que ceux que tu vas alimenter. Donc, il y a un électricien qui doit venir bisouner là-dedans. Oui, là. donc oui, je m'emballe. Je suis un petit peu trop passionné par le sujet. Donc, oui, le gateway permet de couper avec Hydro. Donc, coupe le lien avec Hydro le temps que le courant revienne, mais va aussi séparer les charges critiques des charges non critiques. Okay. Donc ça, évidemment, ça se fait lors de la planification des travaux. Avant les travaux, on va identifier quel circuit on doit... Donc avec le client va te dire, moi, ça ne me dérange pas que le chauffage, mais que l'électricité ne marche pas au deuxième, il n'y a pas de monde qui sont là, cette pièce-là, je travaille là, c'est important que ça soit alimenté, etc. Ou j'aimerais mieux que cette petite plainte de chauffage-là, près de l'entrée d'eau, j'aimerais ça qu'elle fonctionne tout le temps, des trucs comme ça. C'est des choses qui peuvent s'arranger. Okay. Donc, il y a du travail qui est fait à ce moment-là et tout ça fonctionne, donc tu as ton Cybertruck, tu avais déjà ta borne universelle Tesla, tu dois rajouter ce gateway-là à 2700 $ qui vont être installés, puis un électricien qui vient te connecter ça comme il faut. Puis tu es en business, il y a une panne électrique, puis que ton camion est branché sur ta borne, le relais va se faire instantanément. Exactement. C'est presque de la magie. Puis quand on y pense, ça remplace une génératrice, ça c'est sûr. Je peux peut-être vous donner une petite idée. C'est quoi l'autonomie? Ça dure combien de temps? Hein? Là, je vais dire des gros chiffres, OK? Un Cybertruck peut alimenter un frigo standard. On a pris des mesures là, pendant 200 jours. Aïe. On n'aura pas de panne de 200 jours. Non, 200 jours, je ne vous le souhaite pas. Ça vous donne une ordre de grandeur. Donc, les gens me demandent combien de temps. Ça dépend combien d'appareils vous avez connectés. Mais on s'entend, si vous avez même 2 frigos, quelques pompes, un toaster, un micro-ondes. Des lumières. On parle de plusieurs semaines. Puis si on met même un petit peu de chauffage, on parle de quelques jours quand même. Là. Ça remplace très, très bien une génératrice. Donc et c'est important là, ce qu'on est en train de se dire là, François, la solution, c'est pas une solution cute court terme. Là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est installé avec qui utilise le PowerShare, il y a une solution qui est vraiment viable pour la vaste majorité des pannes qu'on a au Québec. Là. C'est rare que ça va durer bien des jours. Là. Ça peut arriver, là, mais c'est rare. Tu es en business. C'est une solution qui est complète. Et je compare ça à une génératrice de 12 kW, parce que je compare puissance à puissance. Là. Une génératrice de 12 kW automatique, on parle de 12 000 $. Là, tout d'un coup, du jour au lendemain, notre auto électrique remplace ça. Et ça peut s'installer à Montréal, là où on n'a pas le droit d'installer de génératrice. Ça fait trop de bruit, les maisons sont trop collées. Ça peut s'installer n'importe où. Pas de bruit, pas d'émissions, pas de pièces à remplacer, pas de... C'est... Ouais. Et juste pour que ce soit clair, chez FFC Électrique, des installations comme ça, vous en avez faites, là? Oui, on a installé 25 Powerwall jusqu'à maintenant. Et une bonne quinzaine de PowerShare. Et peut-être que j'ai introduit notre autre sujet. Oui, c'est parfait. Tu parles du Powerwall. J'avais dit qu'on parlerait de 2 sujets. PowerShare, c'est ce qu'on parle depuis le début. Donc, le système qui permet de prendre l'énergie du Cybertruck pour alimenter la maison en cas de panne. Le Powerwall, maintenant, qu'est-ce que c'est? Powerwall. Donc, ça, c'est un produit qu'on attendait depuis des années. Il était disponible aux États-Unis depuis, je ne sais pas combien de temps, au moins plusieurs années. Il est arrivé au Canada en juillet passé. Le Powerwall, c'est littéralement les mêmes batteries que votre auto électrique, mais dans un format stationnaire. Donc, on va installer dans votre garage. Ce qui fait que si votre auto est votre auto compatible PowerShare doit quitter, le Powerwall prend le relais. OK, c'est comme si la batterie de ton Cybertruck était toujours accrochée après le mur chez vous. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un petit peu moins d'énergie dans un Powerwall que dans un Cybertruck. Un Powerwall, pour vous donner une idée de grandeur, ça va alimenter un frigo pendant 19 jours. OK. Ce qui n'est pas si mal. Puis, question peut-être niaiseuse, là. Pourrais-tu stacker plusieurs Powerwalls? J'en achète 2, j'en achète 3 pour faire une capacité de batterie plus grande? Oui, on peut tout à fait faire ça. Donc, sans rentrer trop dans les détails, ça pourrait être une autre chronique si ça vous intéresse. On peut avoir 4 Powerwall 3 qui peuvent travailler en groupe. Puis chaque Powerwall, on peut accueillir, si je ne me trompe pas, là, j'espère que je ne me trompe pas, 3 ce qu'on appelle des expansion packs qui n'ajoutent que l'énergie, n'ajoutent pas de puissance. Donc, chaque Powerwall ajoute 12 kW. C'est un beau hasard. Hein? C'est le même 12 kW que le Cybertruck. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des pièces en commun avec le chargeur chez Tesla. Donc, si j'ai 4 Powerwall, je peux aller jusqu'à pratiquement 50 kW. Là. C'est énorme. On parle d'énergie, là, donc on parle de kilowattheure? Excusez-moi. Donc, 50 kW, c'est l'énergie. C'est combien de choses que je peux alimenter en même temps? Donc des kilowattheures, 50 kilowattheures. Non, on a très... OK, pardon. On recommence. Donc,
chaque Powerwall peut fournir jusqu'à 11,5 kW de puissance, mais ils contiennent 13,5 kWh. OK. Donc, mais autant la puissance que la capacité s'additionnent. OK. Mais donc, les expansion packs, ils n'ajoutent que de l'énergie pour diminuer les coûts. Bon, comme je vous dis, ça serait peut-être une autre. Oui, c'est ça, mais tu n'as pas besoin d'alimenter plus d'appareils, tu as besoin de les alimenter plus longtemps. Nous, généralement, en cas de panne, 12 kW, là, c'est beaucoup. Okay? Ouais. Ça alimente toutes vos charges normales, les lumières, les prises, comme on a dit tantôt. Ouais. Donc, ce qu'on veut, c'est l'énergie. Donc, peut-être que les gens vont opter pour un Powerball au début, puis peut-être acheter un expansion pack, à moins qu'on ait un auto qui est compatible PowerShare. OK. Ouais. Là, il y a plein de questions encore une fois qui me viennent. Ton Cybertruck, je comprends que tu l'as branché sur la maison, il se chargeait, puis là, tu as une panne électrique, fait qu'il te redonne l'énergie que toi, tu lui as donnée avant. Ton Powerwall, lui, il est permanent, donc il se charge comment? Il se charge par l'électricité que fournit Hydro-Québec quand tout va bien, pour se maintenir à flot, puis quand il manque d'électricité, là, il te la redonne, c'est comme ça. Comment tu mets l'énergie dans les batteries? OK, donc le Powerwall, il peut se recharger de différentes façons. Ceux qui n'ont pas encore du solaire, qui est la majorité des Québécois, donc le Powerwall peut se recharger hors pointe, donc la nuit. Ouais. Ça aide beaucoup Hydro-Québec. Ça peut libérer justement de la charge pendant les heures de pointe. Et il peut se recharger aussi avec du solaire. Donc là, on parle de beaucoup de kilowatts. 12 kW, il peut alimenter jusqu'à 12 kW de charge, mais il peut accepter 20 kW de solaire. Okay. Ça, c'est énorme dans l'industrie. Ouais. Énorme. Il y a très peu de maisons qui peuvent accueillir 20 kW de solaire. Donc, le Powerwall ne sera jamais le maillon faible, si on veut. Là. Donc, il peut se recharger avec le solaire aussi. Ouais. OK. Mais là, écoute, il me vient tellement de questions. Là. Tantôt, le véhicule, l'exemple qu'on a donné avec le véhicule, il est évident. En temps normal, ben, ton véhicule, tu le charges, puis là, il manque d'électricité, le véhicule alimente la maison. Ton Powerwall, tu me dis, ben, on va le recharger avec Hydro-Québec, mais garde, idéalement, tu le recharges de nuit, comme ça, tu es hors pointe. Mais est-ce que ça veut dire que même si je n'ai pas de panne électrique, je pourrais décider que le Powerwall va alimenter une partie de ma maison pour que je consomme moins d'Hydro-Québec, même en période... mettons, j'ai des panneaux solaires en plus, là, donc je m'alimente en solaire, je change mon Powerwall, puis je consomme ma propre énergie plutôt que consommer celle d'Hydro-Québec pour baisser. Est-ce que je peux faire ça? Donc, est-ce que le Powerwall peut alimenter certains circuits de ma maison pendant que les autres sont alimentés par Hydro-Québec? Donc, il n'y a pas nécessairement de panne en jeu là-dedans. Là. Je peux même aller plus loin que ça. Ben oui, vas-y. Donc, non, c'est vraiment un bon produit. Donc, le Powerwall connaît exactement ce que vous consommez dans votre maison. Okay? Il y a un petit lecteur au niveau de l'entrée électrique. S'il voit que vous consommez 5 kW, il va injecter 5 kW pendant les heures que vous allez lui demander. Vous allez pouvoir configurer, ça, c'est mes heures de pointe où l'électricité coûte plus cher. Ça, c'est mes heures hors pointe. J'aime mieux que tu te recharges là ou j'aime mieux que tu priorises le salaire pendant ces heures-là. OK, fait que tu peux lui donner une charte de priorité avec des quantités de puissance à des moments bien précis, puis lui, il va venir compenser de la pointe. Donc, à l'heure du souper, le four part, etc., la sécheuse, ben là, c'est là que le Powerwall retourne de l'énergie dans ta maison pour éviter que tu consommes d'hydro. Je vais donner des chiffres pour bien comprendre. L'année prochaine, Hydro-Québec propose un nouveau tarif qui est le TDT. Ouais. Sans entrer dans les détails, l'hiver, on parle de 20 sous le kilowattheure en pointe, puis la nuit, 5 sous. OK. Je résume, là, c'est un peu plus complexe que ça, mais donc le Powerwall serait intéressant. Ce qu'une génératrice à essence ne peut pas faire, qu'il injecte de l'énergie quand ça coûte 20 sous. Donc, quand ça coûte 20 sous, je ne consomme rien au niveau d'hydro parce que c'est ma batterie qui est fournie à ma maison et qu'il se recharge à 5 sous. Donc, à ce moment-là, je paye mon électricité 4 fois moins cher. Ouais, c'est vraiment fascinant. Il y a des économies à faire. C'est un point assez important parce qu'un Powerwall, ça agit comme une génératrice instantanée. Donc, je vous dis, vos lumières, ils n'ont même pas le temps de clignoter. Ça, c'est intéressant. C'est bon pour les appareils électroniques aussi. Ouais. Mais en plus... il y a moyen de faire des économies sur notre facture d'Hydro-Québec parce que ça aide Hydro quand on l'utilise pendant les pointes. Puis moi, ce qui me vient en tête, c'est quand tu nous parles du nouveau tarif d'Hydro-Québec, qui est un tarif qui va être avantageux pour ceux qui sont capables de déplacer leur charge la nuit, par exemple. Ouais. Ça pourra même devenir un business case financier pour les gens qui vont se dire, ben moi, ça m'intéresse de m'installer ça à la maison, mais il y a quand même des coûts associés à ça. Mais ouais, mais si tu compenses tes coûts d'installation puis d'acquisition par des économies d'électricité au fil du temps, ça peut devenir intéressant, même si tu n'as pas de solaire. Tu comprends? Parce que souvent, là, nous, on le pense en solaire en disant, ben, l'énergie solaire qu'on consomme, c'est de l'énergie d'hydro qu'on ne consomme pas, mais l'électricité d'hydro coûte pas cher, fait que ça prend du temps avant de rentabiliser tes panneaux. Là, c'est même pas ça, c'est que tu prends l'énergie d'Hydro-Québec au moment où elle te coûte pas cher,
puis tu l'utilises au moment où ça coûte cher. Fait que tu te trouves à déplacer les charges. Il y a des fois que ça ne tente pas de partir la vaisselle plus tard ou ça ne tente pas. La sécheuse, j'en ai besoin maintenant, mais je t'en pointe, mais j'en ai besoin. Ben, avec le Powerwall ou avec un système équivalent, si on l'a configuré pour dire entre telle heure et telle heure, c'est la batterie qui alimente, ben, je démarre ma sécheuse, puis Hydro le voit même pas. C'est ma batterie qui va fournir automatiquement en temps réel. Donc, on fait des économies sans faire d'efforts. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est pas pire, on aime ça. Écoute, le temps file, puis il me reste encore quelques petites questions pour toi. On a dit tantôt que le V2G, donc Vehicle to Grid, c'est pas encore prêt ici, mais le système dont tu nous parles, le Powerwall particulièrement, j'imagine qu'il est prévu pour supporter ça quand ça va être disponible aux États-Unis ou aux endroits où il y a déjà du Vehicle to Grid. Est-ce qu'on est capable de prendre l'énergie du Powerwall ou de notre Cybertruck qui est branché puis de le retourner au réseau? Est-ce que ces équipements-là sont déjà prêts pour ça? Oui, un Powerwall, c'est sans surprise que c'est pas n'importe qui peut installer ça. Il faut être certifié chez Tesla. On a des examens et un coup tout ça est passé, on a un compte d'installateur chez Tesla, ce qui nous permet de démarrer le système. Puis lors du démarrage, ils vont nous demander, en fait, il va vérifier où le Powerwall est installé. Et si c'est au Canada, l'option pour renvoyer vers le réseau est désactivée. OK. Donc, mais il est capable. Il est capable de le faire. Donc, quand ça sera possible ici, quand ça sera certifié, on pourra le faire. Ça pourra le faire, oui. Excellent. Petite question rapide. Les coûts est-ce qu'ils sont avantageux au Québec compte tenu du prix d'électricité? Tout ce qu'on dit là, je veux dire, le principe, je pense que les gens le comprennent. Ce qu'on ne consomme pas, ben, on ne le paye pas, évidemment. Donc, on se met un équipement qui va nous permettre de réutiliser de l'énergie puis peut-être sauver de l'électricité. Mais au prix qu'est l'électricité, est-ce qu'il y a vraiment des gains à faire? Donc, si j'ai un chalet qui n'est pas alimenté, je le comprends, l'avantage d'utiliser, par exemple, le PowerShare. Mon camion va alimenter mon chalet. Ouais. Mais si j'ai une maison en ville, mettre ces batteries-là, si je fais exception de la panne électrique où forcément, là, ça va me permettre de m'alimenter, juste pour ça, ça vaut la peine. Mais le reste de l'année, est-ce que je vais sauver suffisamment pour justifier l'investissement? Donc, c'est un nouveau produit, donc il faut regarder ça avec un autre œil, je pense. Il y a moyen... en fait, OK, je vais essayer de résumer ça en peu de temps. C'est sûr que si on compare à une génératrice à essence, une 12 kW automatique coûte à peu près 10 à 12 000 $. Le Powerwall coûte à peu près le même prix, c'est à peu près 12 000 aussi. Donc, c'est déjà assez compétitif. C'est sûr que chacun a ses pour et ses contre. Mais par contre, la génératrice à essence, elle va continuer. Je peux faire un parallèle avec l'auto à essence. Elle va continuer à vous demander du carburant, de l'entretien, une fiabilité qui diminue avec le temps. Ça se peut qu'elle ne parte pas quand tu en as besoin parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas parti. Ouais. Elle fait du bruit. OK, ça peut vous empoisonner. Ouais. Le Powerwall a pris... c'est un petit peu plus cher. OK, peut-être 2 à 3 000 un coût installé par rapport à la génératrice à essence. Par contre, elle vous fait sauver sur votre facture d'électricité. Tantôt, je vous ai donné un petit exemple. On peut sauver des kilowattheures qui nous coûtent 20 sous en pointe puis de recharger à 5 sous. Donc, moi, j'ai fait une petite simulation. Donc, si à chaque jour, j'évite 13,5 kWh en pointe et que je recharge 13,5 kWh, ce qui est la capacité de la batterie hors pointe, avec le nouveau tarif TDT qui s'en vient, c'est 800 $ par année qu'on peut sauver sur notre facture. OK. Donc, c'est quand même énorme, ce qu'une génératrice à essence elle vous fera jamais sauver un sou. Non, c'est clair. Puis elle va coûter de l'essence pour rouler en plus. Hein? Le Powerwall est garanti 10 ans par choc à pare-choc, ce qui veut dire que si on fait 800 fois 10 ans, c'est 8000 d'économie potentielle. Alors, ça peut facilement vous coûter moins cher qu'une génératrice, calculé comme ça. Ouais. En terminant, mon cher ami, ces produits-là, qu'est-ce que tu vois comme le futur de l'utilisation de ces produits? Ça va révolutionner le monde de la voiture électrique. À partir du moment où on va tous avoir sur nos maisons l'équipement qui nous permet de venir chercher de l'énergie dans la batterie selon une panne d'électricité, une demande accrue du réseau, puis on veut compenser en venant chercher, ça va complètement changer la façon dont on consomme l'énergie, ça? Non seulement l'auto électrique n'est pas un problème pour le réseau électrique, ça devient une solution. Donc, si j'ai 2 millions d'autos électriques stationnés en tout temps, je pense que c'est réaliste. 7 fois 10, 12 kW, c'est énorme la puissance qu'Hydro-Québec peut aller chercher. C'est énorme. Et cette technologie-là existe déjà. Hydro en a parlé à la Régie de l'énergie, veulent pousser là-dessus. Ça pourrait être le sujet d'une autre chronique, mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est ça, c'est que ça démontre à 100% que l'auto
devient électrique est une solution et non un problème. C'est vraiment incroyable. Ouais. Écoute, moi, j'ai trouvé ça super fascinant. On est rendu au bout du temps qu'on avait, François, mais je suis persuadé qu'il existe d'autres compagnies qui font des produits peut-être pas pareils, mais en tout cas qui ont des fonctionnalités semblables à celles que tu as décrites là. J'aimerais ça qu'un peu plus tard, on se reparle puis qu'on regarde c'est quoi les autres produits qui existent ou certains produits qui existent, puis qu'on les compare, les avantages et les inconvénients. Je pense que ça pourrait nous donner... sans faire de jeu de mots, ça pourrait éclairer notre vision de la chose. Ben oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ceux qui sont intéressés d'avoir plus d'informations sur ce produit-là, évidemment, vous pouvez rentrer en contact avec François Charland chez FFC Électrique. Je vais mettre les références pour parler avec François et FFC Électrique dans les références du podcast, dans les liens du podcast. Tout va être là. François, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulon électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonelectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Daniel Rochefort, bienvenue. Et merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans ton studio. Ben oui, ça fait différent. Ça va être différent. J'aime ça. J'ai de la visite. Je me sens seul sinon. De quoi nous parles-tu, Daniel? Ben, cette semaine, j'aimerais commenter la nouvelle qui a suscité beaucoup d'émoi et de commentaires dans le monde automobile québécois. La semaine dernière, le 26 septembre, le recul sur l'interdiction de vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Donc, on parle d'une chronique environnement avec le verre à moitié plein. Je me suis demandé qu'est-ce que cette annonce représente comme recul en matière de lutte au changement climatique, parce que le ministre Drainville ne l'a pas quantifié. Donc, pour cette semaine, si tu le permets, j'aimerais changer le nom de la chronique. On ne parlera pas du verre à moitié plein, on va parler du verre à 90% plein. Je vois pas pourquoi. Donc, pour rappel, le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, il est sorti sur toutes les tribunes le 26 septembre avec comme première annonce choc pour son court mandat à venir, fini l'électrification mur à mur qui a été proposée par son prédécesseur. En 2035, il sera toujours possible, à partir de maintenant, d'acheter des véhicules thermiques. C'est bizarre comme formulation, mais toujours possible à partir de maintenant, en 2035. Donc, c'est toujours possible d'acheter... C'est toujours possible. C'est toujours possible d'acheter des chevaux aussi. Oui, on peut, si tu veux. On peut acheter des chevaux. Oui. Après, aller travailler en cheval, c'est autre chose. Donc, les manufacturiers vont pouvoir continuer à écouler jusqu'à 10% de leurs ventes en véhicules non rechargeables. Mon char, mon choix, comme dirait l'autre. Hein? De l'aveu du ministre qui répondait aux journalistes, ben, il va y avoir des conséquences de cette décision-là
en termes de lutte au changement climatique, il l'a avoué, puis en termes d'émissions de gaz à effet de serre en entrevue, il a avoué ça. Mais il est encore trop tôt pour chiffrer tout ça, selon lui. Et il s'est bien sûr empressé de minimiser la chose en disant qu'on est déjà les meilleurs. Anyway, là, puis, donc pourquoi faire mieux? Ben oui, puis ça va pas changer grand-chose anyway sur le plan mondial, là, ces émissions-là en plus. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente comme recul environnemental? Je me suis posé cette question-là, justement, puis j'ai essayé d'y répondre. Malgré qu'il y a beaucoup d'inconnus, là, j'ai tenté d'évaluer ça, d'évaluer un ordre de grandeur, du moins. OK? Je vais vous épargner les détails de mes calculs. Là. Il y a 3 pages, là. Heureusement. Ça comprend beaucoup de paramètres, puis on va voir que, dans le fond, c'est pour ça que c'est juste un ordre de grandeur. Ça va être influencé par l'évolution du marché des véhicules électriques avec les changements qu'il vont falloir faire à la norme VZE. Ça va être influencé, bien sûr, aussi par l'évolution historique des ventes dans le marché automobile. Il se vend de plus en plus de véhicules. Donc, souvent, on va baser les normes sur les ventes d'aujourd'hui, mais en fait, il va probablement se vendre dans le futur beaucoup plus de véhicules. Forcément, si on vise 90%, il va s'en vendre plus. Oui, mais le 90% de 2035, c'est pas mal plus que le 90% d'aujourd'hui. Faut aussi tenir compte, c'est ça, quand on fait ces évaluations-là, de l'évolution du nombre de véhicules sur les routes. Avec les données de la SAC, ça nous permet de voir l'évolution des immatriculations, de voir des tendances. On peut aussi tenir compte des mises en rencard des véhicules, mais globalement, on s'aperçoit avec les données de la SAC qu'il se met plus de véhicules sur les routes qui s'en retirent à chaque année. Donc, il y en a de plus en plus. Donc, avec tout ça, j'ai mis ça dans mon Excel. J'arrive à un ordre de grandeur possible des effets là, sur les émissions de GES de la province. Roulement de tambour, grosso modo, si on tient compte d'une coupure de 10% des cibles de la norme VZE d'année en année, donc disons, là, on va se mettre un scénario que pour arriver à 10% de véhicules thermiques en 2035, on va réduire toutes les cibles d'année en année de la norme VZE de 10%. Si on tient compte de ça, en fait, il devrait manquer, en 2030, près de 150 000 véhicules rechargeables sur les routes. Par rapport à ce qu'on aurait pu atteindre là, avec la norme VZE actuelle. Là. C'est un retard d'à peu près 1 an sur l'électrification des transports. Donc, on voit que c'est cumulatif. Aujourd'hui, ça n'a pas énormément d'effets. En 2030, les effets sont pas mal plus grands. On parle d'à peu près 1 an de retard. Ça ne tient pas compte du fait que l'agrément pour les véhicules électriques ou l'engouement pour les véhicules électriques va aller en augmentant. Plus il y aura de gens qui vont rouler en électrique, plus d'autres personnes vont être exposées à ça. Ça tient pas compte de ça. Ouais. Et c'est surévalué de toute façon. Hein, oui, mais c'est ce que tu dis là est fort probable. C'est fort probable que c'est ça qui va arriver dans la réalité, tout comme on a vu dans le passé qu'en fait, la demande du public puis les ventes ont dépassé largement les seuils de la norme VZE là, jusqu'à cette année. Là. Cette année est un peu exceptionnelle. Là, puis, on ne détaillera pas les raisons. Mais ce que tu dis est probablement vrai. Ça c'est comme les seuils minimaux des manufacturiers, ce qu'il faudrait qu'ils mettent en marché, mais s'ils veulent répondre aux demandes du public, probablement que la demande va être beaucoup plus forte que ça, là, en 2030 ou même en 2035. Donc, si on parle d'émissions de GES, un retard d'1 an, mais en fait, ça représente autour de 1,5 mégatonnes de CO2. C'est 1,5 million de tonnes de CO2 qui seraient émis en trop à cause du recul qu'on va avoir sur la norme VZE. Oui, 1,5 million, c'est pas rien, en considérant que le gouvernement il a déjà prévu, anyway, l'année dernière, le ministre de l'Environnement a déjà avoué qu'il va rater sa cible par 10 millions de tonnes en 2030. Et là, on rajoute 1,5 million de plus. En plein ça. Mais fait que c'est ça c'est inquiétant. Dans la mesure où arrêter de brûler de l'essence pour faire avancer des véhicules,
je le dis souvent, là, c'est le plus gros levier qu'on a entre les mains au Québec là, pour réduire nos émissions de GES dans les prochaines années. Au Québec, ça représente comme 40% des GES, le transport individuel? Le transport tout court, c'est 40%, mais juste nos véhicules, nos voitures qui brûlent de l'essence, c'est 20%. C'est un cinquième des émissions de la province. C'est un des plus gros morceaux, là. Oui, puis c'est le plus gros morceau aussi sur lequel on a du contrôle là, comme citoyen. Oui, en effet. À travers le choix qu'on fait de véhicules. Là, souvent, on peut réduire là, les émissions des usines, des cimenteries, mais c'est pas du tout sous notre contrôle. Absolument. Les voitures, c'est directement la technologie est prête. Oui. Oui, elle est prête depuis un bout déjà. Là, hein? Puis c'est un choix conscient. Quand vient le temps de changer de voiture, tu as le choix d'acheter la voiture essence ou la voiture électrique. Là. Et les options sont là et sont variées. Elles seront de plus en plus variées. Et de plus en plus variées. Puis non seulement, je disais, 20% des émissions de la province, les voitures, mais si on parle des cibles du gouvernement, là, c'est le fameux plan pour une économie verte, les cibles qui se donnaient de réduction des émissions que je disais justement juste avant qui vont manquer. Mais en fait, ce qu'ils prévoyaient atteindre, c'est un tiers de ces réductions-là, que c'est dû à nos voitures. Carrément, qu'on électrifierait d'ici 2030. Ça. On parle même pas de 2035. Donc un tiers de la cible. Oui, un tiers de la cible, pas la cible qu'on aimerait atteindre, la cible qui risque d'atteindre. Qui risque d'atteindre. Donc, c'est un demi-million de tonnes, ça va être quand même assez conséquent. Puis, c'est encore plus inquiétant pour 2035, là où on aurait dû avoir 0 vente de véhicules à essence. Mais en fait, d'accorder un 10% de vente de véhicules à essence, ça va faire que, encore là, sur la même hypothèse qu'on va réduire les cibles à chaque année de la norme VZ2 de 10%, ça nous amènerait à manquer 300 000 véhicules électriques sur les routes au Québec en 2035. Donc, avec la norme VZ2 actuelle, on aurait pu s'attendre à ce que en 2035, à peu près la moitié, 53% fait des véhicules, mais 53%, là, c'est ça, c'est avec mes hypothèses, là, ça pourrait varier, mais à peu près la moitié des véhicules soient électrifiés sur les routes. Puis là, on va atteindre ce 50%-là plus autour de 2036-2037. Tu parles de 300 000 véhicules. Pour situer un peu nos auditeurs, là, ça représente 75% du nombre de véhicules électriques qu'il y a sur les routes actuellement. Oui. Il y a 400 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, là, je parle actuellement. Donc, 300 000, on est à 75%. C'est de la bagnole, là. C'est l'équivalent, on passe à côté de 75% du nombre de véhicules sur les routes du Québec actuellement. Et je rappelle que ça, c'est vraiment... des calculs de coin de table, là, mais 300 000 véhicules, c'est à peu près 1 million de tonnes de CO2 qu'on aurait pu éviter en maintenant l'obligation de ne vendre que des véhicules électriques d'ici 2035. Cela étant dit, je ne m'énerverais pas trop avec cette décision-là du ministre quand même. Donc, oui, ça a un effet. Mais cette décision-là, elle va dépendre vraiment de comment le ministre va modifier les règles de la norme VZ2 pour actualiser d'ici 2035 ce 10%-là possible de véhicules à essence. Et on pourrait faire énormément d'hypothèses. Est-ce qu'il va permettre d'inclure les hybrides non rechargeables dans le calcul des crédits? Ça pourrait changer beaucoup la donne. C'était une proposition que le ministre de l'Environnement avait faite en juillet. Est-ce que ça, il va l'actualiser dans la réglementation VZ2 ou bien ils vont laisser tomber cette idée-là? Puis plutôt considérer que le 10%, ça va être ça va être des véhicules hybrides qui ne sont pas rechargeables. Est-ce qu'il va garder des cibles ambitieuses dans les années à venir? Est-ce qu'il va jouer avec l'utilisation des crédits accumulés pour récompenser les meilleurs joueurs? Et est-ce qu'il va adopter une forme d'incitatif, un système de redevance remise comme proposé par Équiterre? Est-ce qu'il pourrait même inclure la voiture autonome? Dans la stratégie d'électrification, ça pourrait intéresser des joueurs insoupçonnés. Ça pourrait peut-être amener même une réduction du besoin d'avoir une voiture, carrément. Bref, il y a plein de moyens que le ministre pourrait adopter
pour minimiser les impacts du changement qu'il propose, tout en contentant sa base électorale, parce que d'après moi, cette annonce-là, c'est une annonce politique pour contenter les gens qui autrement s'en iraient vers un autre parti un petit peu plus de droite. Ouais. On le comprend bien. Fait que, mon cher Daniel, est-ce que cette annonce-là te laisse avec le verre à moitié plein ou tu es à 90% déçu? Ben, elle me laisse avec le verre vraiment 90% plein, parce que je pense que c'est quand même de garder une cible aussi ambitieuse que 90%. C'est quand même très ambitieux. Il faudra voir comment le ministre va justement articuler la norme VZ2, mais aussi comment ils vont impliquer les différents acteurs de l'électrification qui ont des propositions. Équiterre a des propositions sur le changement de la norme VZ2, l'Association des véhicules électriques du Québec a des propositions, Mobilité électrique Canada a des propositions, Propulsion Québec a des propositions. Donc, j'espère que le ministre va écouter les différentes voix au lieu de juste écouter les voix de l'industrie qui, eux, souhaiteraient qu'on leur retarde le plus longtemps possible l'électrification. Donc, énervons-nous pas trop le poil avec cette annonce-là. Donnons sa chance au ministre Drainville. Donnons sa chance de nous consulter, tous les acteurs de l'électrification. Peut-être même, donnons-lui la chance de venir débattre de tout ça. Ben oui. Il y en a d'autres avant lui qui sont venus. Le ministre de l'Environnement est venu. Pourquoi pas? On lui ouvre la porte. Bref, c'était le verre à 90% plein. Eh bien, écoute, mon cher ami, merci beaucoup de nous avoir fait ça live. Et puis, si jamais ça te tente de revenir, tu es toujours le bienvenu. Il n'y a pas juste le ministre Drainville à qui j'ouvre la porte. Je te l'ouvre à toi aussi. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. La tournée Plug and Drive de Trois-Rivières, c'est du 8 au 26 octobre, organisée par Plug and Drive à Voyage CA Québec au 4085 Boulevard des Récollets. Venez en apprendre plus sur les véhicules électriques, essayez des véhicules, posez toutes vos questions et les bénévoles de l'AVEC seront sur place. Il y a également le Salon de l'Auto de Lanaudière. L'AVEC sera présent sur place du 17 au 19 octobre au Centre Expo Terrebonne, au 2475 Boulevard des Entreprises. Une conférence que j'aurai l'honneur de donner, c'est le 29 octobre à 19h à la bibliothèque Léo Le Cavalier à La Prairie, une conférence d'information sur les véhicules électriques. Informez-vous auprès de la bibliothèque de La Prairie pour plus d'informations. Et finalement, l'AVEC se recharge au Salon de l'Auto de Saint-Hyacinthe. C'est du 7 au 9 novembre à l'espace Saint-Hyacinthe, centre BMO, pavillon Solio, au 2730 rue Beauparlant. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs. Aujourd'hui, François Charland, Laurent Gigon et Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et l'information générale sur les véhicules électriques se retrouve au www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.